m'appelle Loïc Baudin, je suis le délégué général de Renaissance Numérique, qui est un think tank sur les problématiques numériques depuis maintenant 3 ans. Je suis également le porte-parole de la plateforme Internet et Société qui s'appelle NetLab, qui a pour but de décrypter les usages aujourd'hui sur Internet et faire un petit peu de prospective. Et je suis par ailleurs le co-auteur d'un livre qui est paru chez Pearson en septembre 2012, qui s'appelle Les succès du web à la française, et qui décrypte un petit peu quelques succès du web en France, notamment à travers les expériences de venteprivée.com, Deezer, Price Minister, etc. Alors nous sommes dans une pépinière, est-ce que tu peux nous décrire ce que fait Renaissance Numérique et peut-être NetLab pour les entrepreneurs du web? Alors, Renaissance Numérique, tout d'abord. Renaissance Numérique, c'est un think tank qui regroupe des grandes figures du numérique, que ce soit des entrepreneurs ou des enseignants-chercheurs. Il y a de grands groupes parmi les entrepreneurs et de plus petites startups. On a une vraie diversité dans nos adhérents. Et puis des enseignants-chercheurs également qui sont spécialistes de toutes les problématiques numériques. Notre vocation, c'est de décrypter comment le numérique transforme la société et de l'accompagner dans les meilleures conditions, c'est-à-dire proposer des mesures à mettre en place pour faciliter l'appropriation des usages, pour favoriser l'accès à Internet. Il y a encore des problématiques de fracture numérique aujourd'hui. Donc on se concentre sur tous ces aspects-là qui sont en fait très transverses, étant donné que le numérique est transverse. On s'intéresse aussi bien à l'économie qu'à l'école, qu'à la protection des données personnelles à l'ère numérique, demain peut-être de démocratie ou de diplomatie à l'ère numérique. D'accord. Et pour toi, qu'est-ce que c'est que Babel 31 ? Alors Babel 31, pour moi c'est une agence de conseil en marketing et en com qui est innovante en ce sens qu'elle aborde des problématiques sous l'angle affinitaire. Là, il y a une vraie valeur ajoutée, il me semble, dans leur proposition, étant donné qu'à l'ère d'Internet et des réseaux sociaux, on assiste à la création de groupes ou de communautés, on les appelle comme on veut, qui se rapprochent autour de une idée, une affinité ou un intérêt qui leur sont communs. Donc, il faut pour les agences de com aujourd'hui et de marketing comprendre ce processus-là et savoir y répondre rapidement. Donc, ça veut dire, y compris parler sur Internet, sur les réseaux sociaux, bref, une approche digitale du sujet. Et Babel combine aussi cette approche digitale avec du street. Donc, n'oublie pas le côté physique qu'on a trop tendance à oublier quand on oppose le digital et le monde physique. Donc ces deux approches combinées-là, il me semble, sont innovantes et plutôt porteuses et riches d'espoir et de succès pour Babel 31. On voulait des sociétés vraiment qui avaient réussi. C'est-à-dire que dans Renaissance Numérique, l'une des thématiques, c'est de se dire on en a marre qu'on nous dise tout le temps qu'effectivement il n'y a pas de Google, il n'y a pas de Facebook en France, etc. Et il nous semblait intéressant d'aller regarder des succès français et de voir si c'est si compliqué que ça de lancer une boîte en France et une boîte qui marche, parce que lancer une boîte, il y en a beaucoup sur le web, il y en a beaucoup dans le numérique, mais qui marche, il y en a un peu moins, qui marche de manière très très significative, qui sont des grands succès. La question, Vincent, était celle du lien entre ces 6 entreprises que nous avons analysées. Il ne s'agissait pas évidemment d'être complètement exhaustif dans cette démarche, parce que où s'arrêterait la sélection. Mais en fait, il y a trois grandes caractéristiques communes. C'est que 1, ce sont des succès. 2, ils ont été créés en France. Et 3, ils ont été créés ou ont connu leur apogée sur le web. Donc, sur le rôle des fondateurs, évidemment, et ça c'est une banalité, les fondateurs ont un rôle majeur, mais ce qui est ressorti, et ça c'est intéressant, c'est que le fondateur, son rôle le plus important, puisque là on est sur des sociétés qui ont quand même réussi au bout d'un certain nombre d'années, sur du long terme. Et en fait, le fondateur, c'est vraiment le fil rouge. On s'aperçoit que dans toutes ces boîtes, ça n'a pas été toujours pas très rose, tout
tout n'a pas été systématiquement, je dirais, on n'a pas toujours des moments qui sont des moments de succès. Ça passe par des hauts, ça passe par pas mal de bas, finalement. Et donc, les fondateurs, c'est le fil rouge. C'est celui qui maintient la boîte. C'est celui qui, dans ces phases un peu négatives, continue à se dire ça va marcher, et il y croit. On donne un exemple dans le bouquin qui est celui justement de vente privée. En fait, la boîte a réussi véritablement à décoller une fois que les cofondateurs se sont réunis 2-3 ans après la création, alors que ça a vivoté, ils étaient prêts à fermer l'entreprise. Et en fait, c'est Jacques-Antoine Grandjean, qui est toujours aujourd'hui l'actuel PDG, qui a décidé de prendre les fonctions opérationnelles. Donc ça, c'est un fil rouge pour le coup, et une caractéristique commune à toutes ces boîtes, c'est que le fondateur a eu un rôle d'exécution opérationnelle depuis le début. Sans ça, difficile de bien réussir et connaître le succès. Ensuite, oui, sur les différents modèles, donc deux grandes caractéristiques, deux grandes typologies. Les entreprises purement web, donc la sécurité haut, presse ministère, etc. Et celles qui ont connu véritablement le succès avec l'arrivée du web. Chez l'entreprise, par exemple, il y a le facteur Jacques-Antoine Grandjean qui prend la direction opérationnelle de l'entreprise, mais il y a aussi en fait l'arrivée de la DSL qui permet du coup à tous les foyers connectés avec une connexion DSL de pouvoir télécharger des petites images, de voir des petites vidéos, et c'est comme ça que l'entreprise a décollé. On a parlé au début de cet entretien de haut et de bas, et Loïc parlait aussi de boîtes qui décident à un moment de faire un saut, à un moment où elles sont en difficulté. C'est la question des phases de développement. Et beaucoup d'entrepreneurs se demandent s'il y a des phases clés de leur développement, s'il y a des règles en fait qui existeraient. L'un des passages de ce livre est consacré à ça, c'est assez intéressant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces phases de développement et les éléments clés que vous avez retirés de vos entretiens? Les démarrages sont toujours difficiles, et là pour le coup c'est un trait commun aux 6 entreprises qu'on a analysées. Il n'y a jamais eu d'hypercroissance immédiate dans ces boîtes. J'insiste juste sur un point, sur le décollage, ce qui fait le déclic. C'est pas nécessairement le financement, c'est pas nécessairement la bonne rencontre, c'est vraiment le bon produit qui trouve son bon marché. Tout ça est alimenté ensuite pour décoller d'un marché évidemment suffisamment mûr, d'un financement adapté pour pouvoir se donner les moyens de sa propre ambition. Mais la base du business, c'est vraiment le produit et l'expérience client. On donne encore un exemple. Vraiment, le bouquin est riche d'anecdotes. Il est en vente dès demain. Il est encore précommande déjà sur la Fnac et Amazon. L'exemple, c'est celui de Roland Tricard sur seloger.com qui nous dit voilà, il faut avoir cette vision long terme et penser produit et non pas rentabilité à court terme. Il nous dit si jamais sur mon site je mets des annonces publicitaires avec des fenêtres, des pop-up qui apparaissent partout, je vais pouvoir peut-être augmenter ma rentabilité de 20% sur les 2-3 prochains mois. Ah oui, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de casser mon business, de casser mes assets, mes actifs, puisque l'expérience client, elle est détériorée, et s'il y a de la pub qui apparaît partout, les gens vont fuir et aller à la concurrence. Donc, se concentrer sur le produit, se concentrer sur l'expérience client, et si possible, la mesurer au plus fin de possible. La deuxième chose qui ressort, et c'est assez aussi intéressant, et ça m'a vraiment marqué quand on a interviewé tous ces dirigeants, ce qu'on trouve chez tous ces dirigeants et dans toutes ces histoires d'entreprise, vraiment très souvent, c'est cette idée qu'ils ont réussi. Parce qu'ils se sont, comme dit PKM, on ne s'est pas pris la tête. Voilà. On ne s'est pas pris super au sérieux. Alors, ça peut paraître paradoxal, point
là, on a toujours gardé les pieds sur terre, du bon sens, et donc on ne s'est pas dit qu'on allait révolutionner le monde entier, on ne s'est pas dit qu'on allait révolutionner la France, on allait révolutionner les comportements. Voilà. Alors maintenant c'est un peu différent, ils ont réussi, donc ils ont une vision un tout petit peu différente, mais on voit bien qu'il y a plein de moments, et encore une fois il y a plein d'anecdotes, c'est vrai dans le livre, qui fait que ils ont pris des décisions terre à terre, de bon sens, qui leur ont permis justement de garder le cap et de poursuivre très régulièrement sur les phases de développement. Et alors il y a un exemple que j'aime beaucoup parce que je connais très très bien ses fondateurs et cette belle histoire, c'est Mille Merci. Quand vous regardez Mille Merci, qui est une des plus belles boîtes en termes de résultats financiers, de croissance linéaire surtout. Depuis le début, c'est très lié aux fondateurs aussi, depuis le début, ils ont toujours eu ce bon sens, ce terre à terre. Ils sont avironais, enfin, je dis c'est avironnaise. Non, mais je dis, il y a ce côté-là aussi, hein, ce côté, on ne va pas prendre des paris fous, on ne va pas se lancer tout de suite dans tous les pays du monde. Non, on va faire pas à pas. On va avancer pas à pas, et si on réussit, on continue. Et si vous regardez le chiffre d'affaires de Mille Merci, bon, il y a eu quelques effets de la crise, hein, mais c'est régulièrement croissant. Si vous regardez leur entrée en bourse, elle a été très réussie. Et si vous regardez, si vous faites parler des financiers sur Mille Merci, ils considèrent cette boîte comme une boîte sur laquelle on peut investir sur du long terme, parce qu'elle est caractérisée par ça. Voilà. Et cette question du financement est souvent corrélée à une autre image d'Épinal, qui est la difficulté des financements d'une manière générale, et en France en particulier. Vous avez enquêté là aussi là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en pensez? Il faut vraiment que ce soit au service de quelque chose. D'abord pour trouver le projet, avant de chercher avant tout à se financer. Ensuite, il faut être vigilant sur la façon dont on le fait. Certains des entrepreneurs qu'on a rencontrés, qui avaient déjà monté une boîte avant de connaître le succès avec une seconde ou avec une deuxième ou une troisième, qui par un coup d'accordéon se sont fait expulser et en fait ont perdu le contrôle de leur entreprise simplement par une levée de fonds qui avait été mal faite pour eux, mais bien faite pour les investisseurs. Là-dessus, enfin, je pense en particulier à Daniel Marelli qui a créé Deezer. Sa première boîte, il s'est fait déposséder un petit peu comme ça. Et donc, il nous conseillait, quand on l'a rencontré, de faire appel, et je crois qu'il y en a dans la salle, à des cabinets d'avocats. Ça coûte généralement cher, surtout ceux qui sont dans la salle. Mais c'est parfois salutaire. Voilà. Il reste que c'est pas évidemment une question à négliger, il faut la faire consciencieusement, et c'est une condition qui n'est pas suffisante, mais qui est nécessaire pour du développement, notamment du rachat d'entreprises, que ce soit des concurrents, ou bien du rachat à l'étranger, pour connaître une expansion internationale. Dans ces succès qui se limitent à 6 succès, quand même. Donc c'est pas 100 entreprises. Mais sur ces succès, la question du financement n'est pas une question qui les a freinés en France. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Nous, on arrivait avec nos questions dans l'entretien en disant « Alors, c'est dur, ça a été dur de vous financer, comment vous êtes arrivé à vous financer par rapport à ces phases qui parfois, comme on disait tout à l'heure, Loïc, sont d'hypercroissance ?» Ça ne paraît pas, pour ces boîtes-là, un problème de financement. Alors ça ne paraît pas un problème pour des raisons, si vous lisez le livre, qui ressortent assez bien. C'est-à-dire qu'il y a certains de ces modèles qui s'autofinancent. Voilà. Et effectivement, plusieurs d'entre eux disent quand même le plus intéressant, c'est d'abord, comme le disait Loïc, et on a un chapitre vraiment dédié à ça, l'importance, alors moi j'enseigne le marketing électronique, donc j'ai une optique très marketing, l'importance avant de se lancer sur le marché, et ça prend 2-3 ans pour certaines de ces boîtes-là, de définir un produit, de bien définir ce produit, et de bien définir un produit pensé en termes de marché, donc pensé en termes marketing et pas techno uniquement, pensé justement en termes de, effectivement, est-ce qu'il y a un intérêt sur le marché de ce produit. Il faut se rapprocher du monde de la recherche, il faut des doctorants, il faut des postdocs qui sont des gens très bons aujourd'hui, et
Et c'est vrai que la France permet de financer ça. Je fais juste un petit aparté, pourquoi on a Google qui est venu à Paris, pourquoi Microsoft est à ici les Moulineaux. Il ne faut pas se dire qu'ils viennent parce que la France est magnifique. Ils viennent parce qu'il y a eu un gros séminaire et qu'effectivement, au niveau impôt, c'est quand même très très intéressant. Voilà. Donc, ce que nous ont dit ces fondateurs, c'est vraiment ça. C'est qu'on a besoin à un moment donné, sur des boîtes très très innovantes, de gens qui sont très très bons en recherche, de gens qui sont donc très pointus. Et c'est lié, mais ce qu'ils disent, ce qu'ils nous ont tous dit, c'est qu'on a de très bons, on a de très bonnes compétences en France. Voilà. On a de très bonnes écoles, on a des gens très compétents. Et même au niveau des recrutements, on n'en a pas parlé, mais c'est lié, puisque le JEI est lié à certains types de recrutement, mais ils disent on a des gens, en tout cas dans le domaine technique, on a des écoles d'ingénieurs, etc., qui sont très bonnes, et non, par exemple, qui nous disait ça, Critéo en privé, etc., ils nous disaient, mais nous on fait le tour du monde, mais les ingénieurs, ce sont essentiellement des Français qu'on recrute, parce que, je crois que c'est chez Critéo, 90% du technique est basé en France. Après, effectivement, on a du commercial, etc., mais le technique est en France en raison des compétences et en raison de ce statut de départ JEI, du CIR, etc. Donc il y a un écosystème, en tout cas, qui considère comme très très intéressant, et même plus intéressant que dans un certain nombre d'autres pays. Daniel Marilly, donc le cofondateur de Deezer, a passé 3 mois en Asie pour essayer de trouver des développeurs, et finalement il a rapatrié toute sa recherche et le développement en France. Donc il y a des talents effectivement qui existent en France. Donc ce côté, je dirais, environnement légal, alors pourtant nous c'est vraiment notre cheval de bataille, on se bat sur plein de choses. Ce qu'il soulève aussi, c'est que c'est au départ. Voilà. Après se posent des questions, toujours les mêmes, dans les débats politiques régulièrement, qui sont les charges en France, etc. etc. Mais ça, c'est quand on passe un certain stade en termes de nombre d'employés, ou de facilité de licenciement, quand on va effectivement en Angleterre, c'est beaucoup plus souple en termes... voilà. Donc dans les phases un peu plus compliquées de ces entreprises, où ça a été un peu plus difficile, c'est vrai qu'ils se sont heurtés à un environnement légal, quand on licencie quelqu'un parce qu'on est obligé, parce que ça ne va pas. On pensait avoir une pépite et puis finalement ça ne marche pas bien. Voilà, là ils se sont heurtés à plus de difficultés parce que c'est plus compliqué de licencier les gens en France. Enfin, pas plus compliqué, mais ça coûte plus de licencier les gens en France que dans d'autres pays. Voilà. Il y a l'environnement légal et fiscal qui est correct. Le petit bémol qu'on a trouvé, c'est au niveau européen. Là, pour le coup, il y a encore trop peu d'harmonisation au niveau européen. Un exemple qu'on donne, c'est la vente privée qui vend des produits avec des PIN. La législation n'est pas la même en Autriche qu'en Allemagne, qu'en France. Donc c'est un casse-tête un petit peu compliqué à résoudre. Et le deuxième bémol, là, c'est pas lié véritablement au contexte légal et fiscal, mais c'est l'état d'esprit. On a très peur du risque et de l'échec en France, et donc c'est plus un problème d'état d'esprit, vraiment de mentalité, un problème culturel, comme problème légal ou fiscal. J'ai une question sur la propriété industrielle. Est-ce que ce thème a été très présent ou pas du tout dans les échanges que vous avez eus avec ces entrepreneurs? Est-ce que la protection de la propriété industrielle vous a semblé être déterminante, que ce soit par des brevets, des dépôts de marques, de modèles, ou pas dans ces succès? Pas du tout. Dans les 6 qu'on a interviewés, c'était pas un sujet. Alors, c'était pas un sujet, mais je crois que c'est pas parce que ça n'est pas un sujet, mais plutôt parce que leur modèle ne repose pas sur vraiment de la propriété industrielle. On a beaucoup de modèles commerciaux, type vente privée, commerce, type Price Minister, quelque part c'est du commerce, etc. Donc on a assez peu dans ces sociétés-là, à part Critéo. Alors Critéo a un certain nombre de brevets, mais je dirais que c'est peut-être le seul modèle parmi tous ces modèles-là qui repose vraiment sur une technologie très très différente. Et c'est probablement pour ça que aussi Critéo peut lever 30 millions.
Alors après, mais c'est un autre débat, on pourra, si vous voulez en parler un peu, mais voilà. On travaille beaucoup sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a un thème qui est évidemment l'open innovation. Plus on va vers l'open innovation, plus se pose aujourd'hui la question de la propriété industrielle. Et de mon point de vue, pour avoir travaillé sur les tests de Chicago, etc., d'ici une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, plus les boîtes vont aller vers de l'open innovation, plus la propriété industrielle va poser problème. Et donc probablement ce cadre légal va sortir, ou en tout cas va fortement évoluer. On ne peut plus avoir la même propriété intellectuelle, industrielle, pardon, que précédemment. Et on sait bien la limite des brevets aujourd'hui. On connaît la limite des brevets. Donc pour moi tout ça probablement vous avez par exemple, je fais juste un petit aparté, ça peut être intéressant, vous avez une voiture qui s'appelle la Fiat Mio, qui a été lancée par Fiat au Brésil, parce que les jeunes au Brésil sont beaucoup sur les réseaux sociaux, entièrement inventée par des gens, c'est le sujet dont on parlait précédemment, mais sur des plateformes web, à qui revient l'idée. Voilà. Pour l'instant, les gens ne réclament rien, mais si le modèle se développe, on ne peut pas rester sur un modèle où les gens ne réclament rien. Vous avez aujourd'hui des projets comme MyData, etc. Des gens qui, comme le vendeur Relationship Management, où les gens vont commencer à vendre un certain nombre de leurs données propres. Bon. Tout ça, ça va bouger dans les prochaines années. C'est intéressant comme ça, un modèle où les gens qui se connaissent pas nécessairement avant, qu'on construise en même temps, presque comme un jeu, une situation ou même un produit. C'est très intéressant, on en parlera peut-être ici. Est-ce qu'il y a une singularité française des fondateurs par rapport à ces profils? Est-ce qu'il y avait plus de marketing finalement au début que de technique, alors qu'aux États-Unis c'est peut-être le contraire? Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a cette tendance, elle s'inverse? Où est-ce qu'on en est par rapport à ces profils-là? Et comment ces profils se rencontrent et travaillent ensemble? Parce que c'est pas la même chose de créer une entreprise quand on est un technicien, un ingénieur, ou quand on est un marketing. Le marketing, on a besoin de ces techniques, il faut les rencontrer, et quand on est au stade de l'amorce, il faut éventuellement les payer. Donc, aussi, une deuxième question sur l'amorçage. Ces fondateurs, finalement, est-ce qu'ils avaient déjà un peu d'argent parce qu'ils avaient créé une boîte? Est-ce qu'ils avaient du temps disponible à côté de leur travail salarié? Vous voyez, on s'interroge aussi très concrètement à ce démarrage. Donc, moi, je à l'Institut Mintelecom, on fait ça dès la deuxième année. C'est-à-dire l'Institut Mintelecom, aujourd'hui, c'est 13 écoles, majoritairement des écoles d'ingénieurs. Il y a une école de management au milieu. Il y a plusieurs écoles de management maintenant dans le groupe. Et dès la deuxième année, les étudiants des écoles d'ingénieurs, Télécom Paris, etc., se regroupent avec des étudiants en management. Ça s'appelle des projets FIRST. Ils ont des business plans à faire, etc. Les meilleurs ensuite vont aux États-Unis, puisqu'on a un hub à San Francisco. Ils vont à Singapour, puisqu'on a aussi des choses à Singapour. Ils vont en Chine, etc. etc. Et quelquefois, ils sont même récupérés par des gros groupes, des grands groupes. Voilà. Donc, premier, simplement réponse par rapport à votre profil. Aujourd'hui, et c'est vrai dans d'autres endroits, mais l'Institut Mintelecom, il y a cette double compétence, je dirais, technique et management. Donc, ça peut se faire dès la formation. Et moi, mon credo, c'est que ça doit se faire dès la formation et qu'on a beaucoup de progrès encore à en faire en France. Si vous allez dans les grandes universités américaines, le MIT, Harvard, Stanford, ces grandes universités, elles ont plein de compétences. Vous avez des historiens, vous avez des philosophes, vous avez des managers, vous avez une école de management et vous avez évidemment des écoles d'ingénieurs. Voilà. Et c'est là que les gens se rencontrent. Et c'est pour ça que ça fonctionne aux États-Unis. Donc, en France, ça commence à émerger, mais ça va prendre du temps, mais il faut faire bouger ça. Alors, si on n'est pas passé par une école où finalement on a pu rencontrer des gens qui pensaient un peu différemment, il faut amorcer ça. Alors ça dépend de votre profil, ça dépend de ce que vous avez fait avant, mais il y a des écoles d'ingénieurs, on fabrique plutôt des gens bons en technologie et en sciences, et puis il y a des écoles de management, voilà, il suffit de se rencontrer. Vous avez des associations d'anciens, vous avez plein de choses c'est pas compliqué de mêler aujourd'hui ces profils-là. Alors de mon point de vue, c'est ça qui fait la richesse du truc. Je fais un tout petit aparté, je dirige une chaire qui est sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, cette chaire, je l'ai voulu pluridisciplinaire. Donc on a des informaticiens, des computer science en recherche, des gens en marketing et des sociologues. Et c'est ce qui
fait qu'on se distingue complètement du reste. Vous ne pouvez pas penser des stratégies, développer des produits sur les réseaux sociaux aujourd'hui sans avoir cette pluridisciplinarité. Donc pour moi, les boîtes qui vont bien fonctionner, les startups qui vont bien fonctionner, c'est des gens qui auront à la fois des profils très très bons en techno et très très bons en marketing en particulier. Et pour simplement reparler de nos dirigeants, paradoxalement, si vous regardez dans le privé, il n'y a aucun techno, aucun des cofondateurs n'est issu d'une école d'ingénieur. Même Grandjean a fait une école de commerce. Tous, ils ont fait une école de commerce. Et d'ailleurs, c'est le credo, vous l'avez tout le temps dans le bouquin, quand on les a interviewés, ils vous disent, nous, on est des commerçants. On n'est même pas du web. C'est pas le web on est des commerçants. Voilà. Des purs et durs commerçants. Et ils progressent toujours comme ça. Alors après, ils ont trouvé des compétences techniques. Donc on va chercher des compétences techniques. Sans simplement appuyer la complémentarité des profils dans l'entreprise. Je crois que c'est la semaine dernière, challenge titré entreprendre tout seul ou réussir tout seul. Pour le coup, c'est pas le cas des grands succès du web. Ils ont tous été à plusieurs, même si PKM est la figure emblématique de Price Minister, ils étaient plusieurs associés. Si Grandjean est la figure emblématique de banqueprivé.com, ils sont 7. Voilà, donc il y a une complémentarité des profils, c'est vrai aussi chez Criteo. La question portée sur les profils ou commercial, ou enfin market, ou technique. Il y a évidemment les deux. Ensuite, pour ce qui est de l'amorçage, et où est-ce qu'on trouve l'argent, d'où il vient au début, il y a un certain nombre de billes qui sont effectivement investis par les fondateurs, les cofondateurs, et ensuite c'est l'entourage proche qui participe au financement, avec la venue très souvent dans les succès qu'on a analysés de business angel. C'est par exemple le cas de Xavier Niel qui investit dans Deezer. Et en plus de mettre de l'argent, il est évidemment source d'informations et de conseils sur la concurrence, la stratégie, etc. Donc oui, il y a une dimension, mais c'est un petit peu les rencontres dont tu parlais tout à l'heure qui ont permis aussi de contribuer au décollage des boîtes. Il y a ces business angels, ces personnes emblématiques qui viennent apporter leur savoir-faire et un petit peu d'argent. Un des conseils, ça pourrait être aussi faire le tour des popotes auprès des gens qui sont investis dans ce secteur, presque dans le mécénat d'entreprise. Enfin, Niel en fait partie, mais il y en a d'autres. Il y a les frères Rosenblum, Simoncini également, qui investissent dans les entreprises et même dans les écoles web. Ça m'a fait penser à autre chose, pour revenir ce qui ressort on a un chapitre d'ailleurs là-dessus, c'est la qualité des équipes. Et donc, alors là, ils ont tous dit ça, et pour moi, ça me paraît un élément majeur après le produit. Ils disent tous, on a passé un temps fou, et ça, c'est vraiment les fondateurs, à recruter les meilleurs. Voilà. Et les meilleurs, ils sont allés les chercher, alors en France, beaucoup sur les parties techniques, hein, et puis ils ont fait effectivement le tour du monde pour aller implanter après les meilleurs dans d'autres pays. Mais ce qu'ils disent, c'est, même Pierre, Price Minister, etc., ils expliquent qu'ils ont perdu énormément de temps parce qu'ils ont fait de mauvais recrutements à un moment donné. Voilà, ils ont recruté trop vite et mal. Donc, il y a vraiment cette volonté de tous, et c'est ressorti chez tous, de dire ce qui fait vraiment progresser l'entreprise, c'est d'avoir les très bons. Donc on a dit techno-marketing, mais en plus les très bons, les meilleurs.